L'exposition s'organise autour de cette table au centre de la pièce. C'est une carte qui figure dessus. Il y a deux types de traits. Il y a le trait rouge et le trait en pointillé. Le trait rouge, c'est le voyage que Le Corbusier a fait et le voyage qu'on a fait. Le trait en pointillé, c'est le voyage que Le Corbusier a fait et nous, on a fait des détours notamment en Roumanie. On a fait un grand détour. On n'a pas pu prendre le bateau pendant ce voyage. Il a fait ce voyage en 1911, à l'époque où une partie de l'aristocratie faisait un voyage à l'époque autour de la vingtaine pour passer un peu de l'adolescence à l'âge adulte. Ça s'appelait le Grand Tour, c'est l'aristocratie anglaise qui a inventé ça. Ce Grand Tour a donné le tourisme après. Et donc ils allaient voir à l'époque, c'est toute la période romantique, en peinture surtout, qui a en fait initié ces grands voyages-là. Il est parti de Berlin, comme on a suivi vraiment ses traces. Il partait de Berlin, il travaillait chez un architecte qui s'appelait Peter Behrens, qui est un architecte allemand connu pour son impact entre architecture et industrie. Et il y a eu beaucoup d'élèves qui sont passés dans son atelier et qui ont fait émerger de grands architectes de la période moderne. Donc il partait pareil, je crois que c'est en mai, lui qui est parti en mai de Berlin. Et ensuite il a descendu une grande partie du Danube en fait, qu'on arrive à rattraper à partir de ce coin-là, en Autriche. Ensuite il a descendu par bateau et en calèche tout le Danube. Il a traversé une partie des Balkans à pied, en calèche, à cheval. Ensuite, il a traversé la Bulgarie. Il est allé jusqu'à Istanbul. Et il a traversé. Il est allé juste un tout petit peu du côté asiatique. Initialement, son voyage devait aller jusqu'en Égypte, parce que c'était après le romantique, il y a eu la période orientaliste, et donc avec tous les monuments plutôt de l'autre côté de la Méditerranée. Seulement, il avait dépensé trop de sous pendant son voyage, donc il n'est pas parti jusque-là. Ensuite, il y a eu une étape importante pendant son voyage qui était le mont Athos, qui est une presqu'île en Grèce sur laquelle n'habitent que des moines. Il y a une vingtaine de monastères. La Grèce leur donne en fait une autonomie politique, et donc c'est vraiment c'est presque une république monastique en fait. Ensuite, il est allé jusqu'à Athènes où il a eu un peu une épiphanie, une révélation quand il a vu l'Acropole et le Parthénon et tous les monuments de la Grèce antique. Et après, il est rentré par l'Italie, qu'il connaissait déjà, parce qu'il avait fait un voyage en 1907. Et donc, il est allé plus vite et il est rentré chez lui à La Chaux-de-Fonds en Suisse. Fort de ses expériences, il s'est mis à travailler tout seul. Et donc, il a fait quelques maisons à La Chaux-de-Fonds. Et ensuite, il a rejoint d'autres architectes et on crée un groupe de réflexion qui ont fini par émerger des grandes théories de l'architecture moderne. Avec Simon, donc on est parti de Berlin, on a vraiment fait les mêmes traces, et puis au bout d'un moment, c'était devenu un peu fatigant parce que le Danube, c'est un paysage très très similaire. C'est une grande rivière, des grandes plaines autour, et au bout d'un moment, c'est tout le temps le même paysage. Donc on a fait des crochets, on est allé jusqu'en Transylvanie. Là, parce qu'on avait fait des rencontres à Bucarest, ils nous ont invités à aller jusqu'à la mer Noire. Donc pareil, on a fait de nouveau un crochet jusqu'à la mer Noire. On est redescendu en Bulgarie, qui est le pays juste ici. On a traversé la frontière pour arriver à Edirne, puis Istanbul. À Istanbul, on est tombé pile au moment de la tentative de coup d'État. Donc on est resté un peu coincé dans Istanbul, puis on a fait cette tranche-là en un jour et demi, une fois que l'ambassade nous a dit qu'on pouvait partir. Pareil, en fait, on a fait toute cette partie-là de la Grèce. C'est un voyage que Le Corbusier n'avait pas fait, puisqu'il avait fait tout ce trajet-là en bateau. À Athènes, il a pu profiter des grands monuments d'Athènes, parce qu'il y avait une pandémie à l'époque aussi. C'était pas le coronavirus, c'était le choléra. Et puis après, bon voilà, on est rentré et il y a juste pas mal de crochets qu'on a fait pour aller voir la maison d'André Ravero. Ensuite, on a traversé par bateau, et là, on a suivi une route mythique qui s'appelle la Via Appia, qui est la plus vieille route
d'Europe, qui a été une route tracée par les Romains. Cette route-là, on l'a suivie jusqu'à Rome, où on en voit une trace assez importante. Et après, on est rentré, on a été accueillis dans de la famille à Bergame. Et puis, on a traversé l'école fin octobre avec la neige. Ils venaient juste de fermer l'école, donc on n'a eu aucune voiture, il n'y avait que nous dans l'école. Et on est arrivé à la Chaux-de-Fonds quasiment fin octobre, où on a été accueillis par l'association de la Maison Blanche, qui est la première maison que Le Corbusier a construite pour ses parents. C'est une maison qui a été abandonnée et qui a été restaurée et qui aujourd'hui est animée par une association qui l'a fait vivre et qui partage des expériences comme la nôtre là-bas. Et donc la carte permet de faire des liens avec les photos, puisqu'il y a des pictogrammes avec une lettre qui correspond à une catégorie et ensuite les chiffres qui numérotent les différentes photos. On a 5 catégories. Ici, on a l'avant-après qui fait un lien avec le livre du Corbusier, des temps forts de son bouquin et des clins d'œil à l'histoire de l'architecture et aussi des éléments d'architecture qu'il aurait probablement réutilisés dans certaines de ses œuvres. 2 photos à droite qui sont des photos de la maison d'André Ravero, qui est un architecte contemporain de Le Corbusier, dont ils ont en commun le même prof, le même maître, qui était Auguste Perret, un architecte qui a été un des premiers à utiliser le béton. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une tension un peu entre ces 2 architectes à un moment. André Ravero est plus jeune que Le Corbusier, il a voulu travailler chez Le Corbusier. Le Corbusier lui a dit « tu ne peux pas rentrer dans mon atelier ». Et au final, André Ravero a travaillé beaucoup en Algérie, après, et a travaillé l'architecture d'une manière complètement différente. Le Corbusier avait des grands gestes, c'était vraiment le symbole de l'architecte qui dessine tout, qui contrôle tout. Et André Ravero a été un des premiers architectes avec Hassan Fati à travailler sur l'architecture participative, comment on construit un programme, comment on construit un bâtiment avec les gens. Et sa maison est une synthèse de toute l'architecture méditerranéenne qu'il a pu ou protéger par son travail d'architecte des monuments en Algérie, ou dessiner parce qu'il a beaucoup voyagé en Grèce et en France. Et en fait, avec Malice, il parle de cette maison en nous racontant que, en fait, ce qui est intéressant dans cette maison, c'est quand on est dans la maison, il y a une multiplicité de points de vue sur le paysage. Il y a des cadrages comme ça dans lesquels on peut s'asseoir avec des coussins, on peut mettre des bouteilles, c'est plus un art de vivre, je dirais, maghrébin, on est au sol. Ça, c'est plutôt une référence à la Grèce, à certaines îles des Cyclades, avec ces marches, cette manière d'arriver à monter, et aussi le parcours qu'un escalier peut créer. En fait, on regarde le paysage, puis on regarde ailleurs, et ensuite on se retourne. Moi, j'avais pu dormir sur le toit. Et lui, il disait de cette maison qu'en fait, ce n'était pas une maison pour observer le paysage, c'est une maison dans laquelle le paysage te regarde. Et ce renversement de point de vue là est assez passionnant de se dire qu'en fait, il dit qu'il n'a rien composé. En fait, il dit qu'il a été sur ce site et qu'il a agrégé des volumes et que ça a fait ça. Mais c'est fait avec tellement de génie qu'on a du mal à le croire, et il est toujours dans ses conférences ou dans ses échanges, il a toujours été un peu malicieux et essayé de renverser les choses à chaque fois. Ici, la nouvelle architecture vernaculaire, c'est l'architecture sans architecte. Qu'est-ce que font les gens d'eux-mêmes, spontanément, avec des contraintes différentes de l'architecture vernaculaire traditionnelle, puisque aujourd'hui on a accès à des matériaux comme le béton, les briques monomures et tout un tas de tôles dont on ne disposait pas un siècle encore avant. Au centre, c'est ma fresque préférée, c'est celle de notre quotidien de cycliste. Donc on a du déjeuner avec la petite photo
la seule photo où je suis, parce que c'est moi qui fais les photos, donc c'est souvent des photos de Simon. Des temps un peu presque banals du voyage avec des scènes de petits déjeuners perdus au milieu des bosquets, des ronces. On essayait toujours d'aller dans des endroits où on était assez peu visible, puisqu'on a fait quasiment la moitié du voyage du camping sauvage. L'autre moitié du voyage, on a été hébergé spontanément ou de manière organisée chez des gens, via des réseaux sociaux comme Couchsurfing ou Warm Shower, qui sont des... Warm Shower, c'est un réseau social d'entraide entre cyclistes. Donc ça va, c'est des scènes qui vont du déjeuner à des temps où on roule, des temps où on dessine, des temps où on essaie de trouver des lieux pour passer la nuit, des scènes où on fait sécher les affaires, des scènes où on prend la douche là où on arrive à trouver des spots pour trouver la douche. Ça, c'est assez marrant cette photo parce que c'est à l'arrière d'une station-service en Grèce continentale et ça faisait vraiment un moment qu'on se sentait mauvais. Et on était à bout, il y avait 0 rivière, c'était en plein mois d'août. Et donc on croise aucun point d'eau pour se laver. On n'avait prévu aucun hébergement jusqu'à Athènes. Donc on a improvisé cette douche. Et jusqu'à des moments un peu une sorte de, je sais pas, d'allégorie du voyage, tout ce que les gens rêvent quand on part en voyage. Ça nous est arrivé qu'une seule fois pendant le voyage, c'est cette scène de coucher de soleil devant la mer méditerranéenne avec Simon qui prépare un barbecue avec une toute petite grille qu'on avait trouvée pendant notre voyage. Et pourtant, en fait, l'histoire qui est derrière, c'est que c'est tout juste après la frontière turque où on a fui un peu parce qu'il y avait tout un tas de fanatiques d'Erdogan. C'était un peu flippant et donc on a roulé super vite et on pensait arriver à la maison en arrivant en Grèce. Et en fait, on est tombé devant des hôtels et des campings. Et en fait, il n'y avait aucun espace dans lequel on pouvait nous dormir parce qu'il y avait tout était urbanisé, tout était occupé par le tourisme. Et on a trouvé cette toute petite bande de cailloux dans un fourré. On s'est faufilé, on a porté les vélos sur 200 mètres pour arriver à trouver un espace pour passer la nuit. L'avant-dernière fresque, c'est le paysage européen. Donc l'idée, c'était de pouvoir ramener des bribes de paysages, des parties de paysages, des éléments d'un imaginaire qu'on s'est construit au fur et à mesure, qui allait de scènes de vie quotidienne et des architectures un peu emblématiques qui nous ont touchés. Là, on a une scène de vie que j'aime, enfin une scène de rue que j'aime bien, c'est des joueurs d'échecs à Belgrade. Et il y a tout un tas de photos ou de croquis qu'on a pu faire avec Simon parce que quand on est avec un vélo, des sacoches, tu es dans un uniforme du voyageur. Tu n'es pas comme avec un sac à dos en fait où tu pourrais être confondu avec un clochard ou vraiment c'est marqué sur ton front je voyage quoi. Et c'est marqué aussi sur ton front je suis fragile et tout ce que tu peux voir c'est la totalité de ce qui m'appartient. Donc d'une certaine manière, les gens s'ouvraient beaucoup plus facilement parce qu'on était, exposés et en même temps, je pense que le médium dessin, c'était aussi un élément important parce que quand tu dessines, tu passes du temps, tu n'as pas la sensation de voler un moment. Et pour rencontrer ces joueurs d'échecs-là, nous, on avait un petit échiquier, c'était le seul jeu qu'on avait. Et on a pu faire quelques parties et après on a dessiné, parce que c'est sur un belvédère à Belgrade, donc on a dessiné un peu le paysage et puis au fur et à mesure on a pu discuter un peu avec notamment les jeunes et ça m'a permis de faire cette photo-là. En fait. Après il y a des scènes de la ruralité, il y a beaucoup de scènes de paysages qui sont issus de la Roumanie. C'est un pays qui m'a beaucoup touché parce que c'est peut-être un des derniers pays d'Europe où on a encore des scènes de ruralité authentique avec des gens qui travaillent toujours la terre avec des chevaux. Et il n'y avait pas non plus cette sensation de misère, de pauvreté en fait. C'était juste... les gens étaient heureux de l'Europe parce qu'ils avaient énormément de financement pour construire des routes, électriser des villages.
Et en même temps, ils avaient encore cette lenteur de vie qui, peut-être que c'était, je ne sais pas en fait, c'est sûrement ça qui existait dans la ruralité, en fait, dans toute l'Europe, 100 ans encore avant. Il y a aussi des photos de monastères. Là, il y a un monastère en Grèce qui s'appelle Agio Nikolaos, je crois. Les monastères, ça a été des espaces dans lesquels on a toujours été accueillis, sans préjugés, sans demande de quoi que ce soit vis-à-vis de tes croyances. Et en fait, on a été amené souvent à être en contact avec des moines ou des nonnes, notamment ces photos-là. Là, c'est un monastère au pied des Carpates, au sud des Carpates. Et on a l'impression qu'on avait été chez nos grands-mères. On est reparti à nous donner des billets de 20 €. Elles avaient peur, tout le monde pleurait quand on est parti. On avait vraiment la sensation d'être en famille. Et en fait, on a découvert aussi, un peu comme en Roumanie, cette simplicité de vie. Au final, les gens étaient beaucoup plus affairés à s'occuper des animaux, du jardin, des tâches agricoles, des tâches ménagères, qu'enfermés dans une église poussiéreuse. Enfin, ça a démonté tout un tas de préjugés que je pouvais avoir sur la vie monastique. Et aussi cette capacité à se mettre en retrait d'une certaine vitesse et de furie qu'on peut avoir tous les jours au quotidien quand on vit en dehors de ces espaces-temps. Et une dernière photo qui est une photo de Naples, qui est, je crois, un des seuls espaces encartés protégés par l'UNESCO qui est encore plein de vie. Parce que la plupart des monuments qu'on a pu visiter qui étaient protégés par ce label-là, je comprends la nécessité de la protection de ce patrimoine, mais en même temps, en fait, on est arrivé dans des lieux morts ou des lieux ou morts ou plein de touristes et asphyxiés par le tourisme. On ne pouvait plus profiter du monument. Et quand on était dans Naples, on avait l'impression qu'on était dans un Marvel et qu'il allait nous arriver une aventure ou que Corto Maltese allait arriver d'un coup et on allait vivre un truc de fou. Tout du long de l'expo, il y a des croquis qui sont issus des carnets de voyage du Corbusier et des photos aussi qui sont issues du carnet de voyage du Corbusier. Surtout, c'est une sélection des temps forts du voyage, donc c'était plutôt des liens avec la conférence. Il y a Veliko Tarnovo, le Parthénon, il y a des mosquées qui font en fait aussi ce lien entre ce qu'on a pu dessiner, ce qu'on a pu photographier et ce que lui, il a vécu pendant son voyage. Et enfin, la dernière fresque, c'est des photos liées au monument qui est finalement un peu aussi la motivation première de ce voyage. C'est d'aller voir les choses par soi-même en tant que jeune architecte, de pouvoir les vivre parce que l'architecture doit d'abord se vivre avant d'être comprise par le dessin. Et donc, il y a encore une fois des photos de monastères. Ça, c'est un monastère au Mont Athos. Ça, c'est un espace qui m'a beaucoup touché, qui est à Pompéi, qui est un impluvium. Donc c'est au centre des maisons de Pompéi, qui était une ville très très dense à l'époque. La maison était assez peu ouverte sur l'extérieur, un peu comme dans certaines villes du Maghreb. Mais la proportion de l'espace qui est laissé en fait, au centre est différente. Il y a un rapport à la pluie en fait, et un rapport à l'eau qui est mis en scène. Et le centre de la maison, c'est aussi le centre où on vient récupérer l'eau qui était vitale parce que ils arrivaient à garder l'eau. Il y avait tout un système d'irrigation très très sophistiqué. Ici, c'est plus une photo qui me touche pour le côté esthétique. C'est des pavés à Pompéi. On voit les pavés, les trottoirs de Pompéi avec les passages piétons. Et les passages piétons, en fait, sont calibrés par rapport aux calèches. Et on peut voir encore les sillons, les traces des calèches. Et tout ça, ça a été préservé par l'éruption volcanique du Vésuve. En haut, c'est la première mosquée qu'on a pu voir pendant le voyage, qui était celle de Edirne.
J'en avais vu auparavant en Espagne, mais celle-ci, c'est vraiment la mosquée avec les énormes coupoles et les minarets. Et c'est des espaces qui nous ont beaucoup touchés parce que, à contrario des églises, il n'y a pas de signe de mort. Tout est couleur, tout est calligraphie. Et c'est des espaces très... on est vraiment serein dedans, quoi. On a été accueillis dans les premières mosquées, on a pu faire la sieste dedans, on était accueillis avec du café. Du café, des loukoums, mais c'était vraiment un... Il y avait même des enfants, je me souviens, dans la mosquée bleue à Istanbul qui jouaient au foot en attendant que la prière commence. Et c'était assez touchant de voir qu'il y avait aussi des gens qui pouvaient pratiquer des religions monothéistes sans qu'on soit dans ce conflit constant quand on parle de la religion. Et au centre, c'est un monument lié à la période soviétique. C'est l'ancien parlement de la Bulgarie qui a été abandonné après 2 ou 3 ans d'usage, je crois. Le mur de Berlin est tombé et du coup, ce bâtiment est devenu tout d'un coup en fait, un symbole à détruire. Et ce qui est assez horrible, c'est que c'est un bâtiment qui est tout en haut d'une montagne des Balkans, qui est peut-être, je crois, à plus de 1000 mètres d'altitude. Et il y a une quantité énorme d'ouvriers qui sont morts pour construire ce bâtiment. Et aujourd'hui, c'est juste un monument en fait, que les jeunes vont voir pour faire de l'urbex et essayer de se faufiler dedans pour arriver à vivre cette expérience d'une sorte de nostalgie de la période soviétique. Et c'est à la fois un monument d'architecture qui est incroyable, qui aussi transpire d'idéaux fascistes et autoritaires en tout cas. Et en fait, il y a tout un pan de notre génération d'architectes qui est de nouveau attiré vers ces monuments fascistes. À l'entrée, il y a un monument à Rome qui s'appelle le Palazzo della Civiltà, qui est un monument incroyable. C'est la pureté parfaite de l'architecture et c'est un cube avec des arches, que des formes parfaites. Et on oublie quelle est la pensée politique qui a construit ces espaces et on est attiré par une esthétique, mais je crois qu'il faut toujours arriver à se souvenir de quelle est la culture qui avait fait émerger l'architecture pour comprendre l'architecture. Après, c'est une photo du Forum de Rome. Ce qui m'a beaucoup plu dans cet espace, c'est les proportions démesurées et en même temps le fait que ce soit construit en briques et qu'une brique tient dans une main et qu'on saisisse l'échelle des espaces par cette brique. C'est comme à Toulouse, en fait, où il y a, dans la cathédrale, on a cette sensation d'énormité et en même temps, on comprend avec quoi ça a été construit. Enfin, il y a 2 photos. Il y en a une à Istanbul, sur le pont de Galata, qui est un pont très proche de la Corne d'Or, qui est vraiment le centre historique d'Istanbul, avec, pour moi, un lien entre la banalité de ce que les gens peuvent vivre dans des villes comme ça, comme dans Rome ou comme dans des capitales dans lesquelles il y a un patrimoine qui est encore très, très vivant, des gens qui viennent là tous les jours sûrement pour pêcher et en même temps un environnement qui est hyper riche d'histoire. Et la dernière photo, c'est le monastère de Bréboux. C'est une église, un monastère orthodoxe. Et là, c'est plus pour moi un lien entre le classicisme toute l'architecture, toute une période de l'architecture qui s'est construite sur des préceptes assez simples, le soubassement, donc les pieds du bâtiment, le corps et le couronnement qui est toute la partie supérieure de la toiture. Et pour moi, ce bâtiment-là, il fait à la fois écho à une sorte de classicisme de la composition de l'architecture et en même temps, aujourd'hui, à une sorte de renouveau de l'architecture qui puise ses racines là-dedans, à savoir qu'aujourd'hui, pour construire des bons bâtiments, à l'école, on nous a souvent dit qu'il faut des bonnes bottes et un bon chapeau. Et donc, il y a ce grand débord de toiture qui enlève les problématiques d'eau, qui sont l'eau qui est la chose la plus compliquée à gérer
dans un mur, quoi. Si un mur est trop plein d'eau, il ne tient pas. Et en même temps, on arrive encore à lire ça. Et aujourd'hui, on ne construit plus l'architecture comme ça. L'architecture, c'est un immeuble avec le même enduit et le même mur de haut en bas. Et puis en haut, on a une petite tôle qui est pliée sur ce mur. Et puis 3 ou 4 ans après, il y a des coulures partout, sur les débords de fenêtres qui n'existent plus, sur le haut du bâtiment, des coulures. Et ce bâtiment, il a peut-être 5 ou 600 ans. Il a probablement été restauré une fois. Et en fait, il est dans un état incroyable. Et juste sa façade raconte les forces qu'il traverse, la manière dont il est construit, les piliers, l'étage, où est-ce qu'il est, quel rapport il a avec le sol, quel rapport il a avec le ciel. Enfin, il raconte énormément de choses, quoi.